God save the king! Amis internautes, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir Philippe Plancard-Dassac, que vous connaissez bien, que je ne vais pas présenter parce qu'il va se présenter lui-même. Et on va aborder naturellement les sujets d'actualité un peu chauds de notre époque. Philippe, bonsoir, bienvenue sur TV ADP, heureux de vous recevoir. Eh bien, écoutez, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Alors, je vous connais parce que je regarde souvent vos entretiens, et notamment un entretien qui m'a beaucoup plu que vous avez fait dernièrement. C'était avec Christine de Vigencourt, il y avait Youssef Indy et il y avait aussi Marion Sigaud. D'ailleurs, un petit peu trop Sujet d'actualité de la soirée, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Me présenter, bon, je vais répéter ce que je dis quasiment à chaque émission à laquelle on m'invite. Bon, de formation, je suis neurochirurgien. Et en tant que neurochirurgien, j'étais un des pionniers dans l'application de la microchirurgie, ce qui a permis d'améliorer le geste technique et surtout de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire autrement, et autrefois surtout, dont la suture de nerfs, la suture de vaisseaux, ce qui a permis, et notamment c'est une des choses que j'ai mis au point, la revascularisation du cerveau en cas de thrombose carotidienne. Donc voilà, donc je crois que en neurochirurgie, j'ai tout de même été à la pointe et un innovateur. Et je pense qu'au point de vue idée aussi, d'ailleurs, quand on me dit, souvent on me pose la question, mais ça vous manque pas d'opérer? Je dis oui, certainement, ça me manque, mais maintenant je pratique un autre type de chirurgie en politique. D'accord. Alors,
Philippe, vous suivez, je présume, comme moi, l'actualité. Vous constatez que nous vivons un moment de tension extrême en Occident à cause des événements qui se produisent en Palestine. Alors jamais on a abordé le problème de l'antisémitisme autant qu'en ce moment. Beaucoup de personnalités liées à Israël traitent notre pays de pays le plus antisémite, ce qui est quand même un comble. Et chacune des positions de la France est observée à la loupe. Tout à l'heure, je vous demanderai de réagir et de commenter sur un certain nombre de déclarations, notamment du président du Sénat, de Marine Le Pen, qui est la favorite de ces prochaines élections, d'Éric Ciotti. Et puis, je vous montrerai quelques images de Macron au dîner du CRIF, parce que ces images, à mon avis, valent des milliers de mots et permettent à ceux qui ont un peu de perspicacité de comprendre dans quel état réel se trouve notre pays et qui le gouverne vraiment. Mais déjà, une première réaction par rapport à ce qui se passe en Palestine. Alors évidemment, c'est pas un problème qui a commencé le 7 octobre, hein, contrairement à ce que beaucoup de commentateurs, de journalistes, d'hommes politiques, de personnalités diverses essayent de faire croire. La situation critique entre les Israéliens et les Palestiniens dure depuis 1948, puisque chacun sait, ou peut-être tout le monde ne le sait pas, on n'a pas demandé l'avis des Palestiniens lorsque l'ONU a décidé de prendre 53% de leur territoire et de l'attribuer à la communauté juive. Mais pourtant, tout le monde dit, voilà, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est probablement l'un des plus grands pogroms de l'histoire. J'aimerais avoir une réaction de votre part par rapport à ce problème. Alors, amis internautes, on a quelques difficultés avec la connexion de Philippe. Il se reconnecte. Il se reconnecte. Oui, il y a un Voilà. problème de connexion, là. Oui, c'est une connexion Internet un peu 80. instable. Est-ce que vous avez entendu ma question, Exactement. Philippe? Alors, j'ai entendu le début de la question, c'était au sujet des événements en Palestine. Des différentes réactions, vous avez parlé de Marine Le Pen, d'Éric Ciotti, etc., etc. Ça, j'ai entendu. Et puis, brusquement, perte de connexion. Bon, Et est-ce que je vous voulais connaître, m'entendez dans mes réponses? oui, oui, je voulais connaître votre sentiment, votre pensée sur ce qui se passe à Gaza. Je disais que beaucoup de commentateurs et de journalistes et même d'hommes politiques situent le début des événements au 7 octobre comme s'il ne s'était rien passé avant, comme si depuis 1948, la vie avait été un long fleuve tranquille dans cette région du monde. Je voulais connaître votre sentiment sur la question. Oui, on a toujours des problèmes de connexion, hein. Je ne sais pas ce que ça donne. Bon, alors j'ai en partie compris votre question. Alors, il est évident que c'est, je dirais, une arnaque politique que de dire que les événements ont commencé le 7 octobre. Le 7 octobre n'a été qu'une réponse après des années et des années et des années d'agression des Israéliens envers les Palestiniens, pour les faire partir de leur terre. Donc, ce n'est qu'une réponse aux différents massacres qu'il y a eu, Chabra et Shatila, Tantura et tant d'autres. Et donc, qu'on ne vienne pas pleurer sur le 7 octobre, je regrette beaucoup, c'était une réaction, je dirais, normale. En fait, l'État d'Israël n'a rien à faire en Palestine, c'est un État coucou, c'est tout.
D'accord. Alors, vous constatez que il y a une rupture entre l'opinion publique internationale qui est massivement mobilisée en faveur des Palestiniens et les gouvernements occidentaux. Comment vous expliquez, vous, ce soutien politique, Tout à médiatique fait. et militaire envers un pays qui, rappelons-le, a été condamné par des dizaines et des dizaines de résolutions de l'ONU pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Des 7 octobre, je pense que les Palestiniens ont dû en vivre un par jour. J'exagère un peu, mais il Tout ne à se passe fait. pas une journée sans que des Palestiniens soient tués par des colons ou par l'armée israélienne. Comment expliquez-vous que des pays démocratiques, qui se prétendent démocratiques, puissent soutenir un État terroriste condamné par des centaines de résolutions de l'ONU? Il y en a au moins 200. Vous avez entendu ma question? Alors, une partie de la question, là, vraiment, on a un problème de connexion assez important, malheureusement. Oui, j'ai compris le fond de votre question. Pourquoi est-ce que le monde occidental continue à soutenir Israël malgré tous ces crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc. Bah, tout simplement parce que les milieux politiques occidentaux sont colonisés par l'influence juive. C'est aussi simple que ça. Il faut regarder les choses en face et dire les choses clairement. Et donc, ceux qui appuient malgré tout, qui font semblant de ne pas voir ou entendre les cris des victimes palestiniennes face au bombardement sur les civils palestiniens, sont complices de ce génocide. Alors, c'est vrai pour nos gouvernants et c'est vrai pour les différents représentants des partis politiques, surtout à droite, et c'est assez extraordinaire et assez scandaleux, c'est qu'on trouve les défenseurs des Palestiniens surtout à gauche. Il y a un petit problème là. Et je pense que les seuls à réagir en défense des Palestiniens, c'est tout le secteur de ce qu'on a pu appeler les nationalistes français. Donc voilà, je tiens bien à mettre les points sur les i, même si ça ne fait pas plaisir à certains, il serait bien de faire un petit examen de conscience. Alors, l'extrême droite n'est pas connue pour son philo-sémitisme. Ils sont plutôt connus pour l'inverse. Comment vous expliquez ce retournement de situation qui est, somme toute, assez récent? Bon, si j'ai bien compris que vous avez dit que ça vous étonne, ce retournement qui vous semble assez récent, oui et non quand même, parce qu'il y a tout de même une longue tradition, hélas, mauvaise tradition, de philosémitisme dans les milieux dits de droite. Là encore, bon, souvent on me pose la question, mais pourquoi cette attitude? Pourquoi? Et je dis, écoutez, si on veut bien poser le problème, il faut tout de même se poser la question primordiale. Pourquoi est-ce que l'antisémitisme fleurit de plus en plus en Occident? C'est une réaction. Et c'est une réaction, à l'évidence, et encore plus aujourd'hui avec les événements du Moyen-Orient en cours, le génocide qui est fait par Israël envers les Palestiniens, envers les populations civiles palestiniennes, avec les bombes humanitaires américaines, souligné quand même. Donc cet antisémitisme n'est qu'une réaction d'écœurement, d'indignation. Donc, il faut passer.
pas s'étonner. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une conférence à Paris à propos de l'antisémitisme. Je posais les questions maladie mentale ou conséquences logiques. Non, on n'en sort pas. Donc, le monde juif est très fort pour toujours se lamenter. Le mur des lamentations, c'est connu. Mais il faut toujours remonter à la cause pour savoir qui est le premier coupable. Et je regrette beaucoup, le premier coupable, c'est le monde juif en totalité, puisqu'il est évidemment en appui avec leur corps religionnaire Israël. Et je répète ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, les partis politiques français, y compris de droite, et ça concerne le Rassemblement national et les autres soi-disant de droite, quand ils se taisent parce qu'ils sont mal à l'aise ou qu'ils ont peur de se faire traiter d'antisémites, je regrette beaucoup, ils sont complices du génocide. Bon. Alors, la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale enquête actuellement sur les massacres, sur le génocide en cours à Gaza. Alors, on constate effectivement qu'un certain nombre de personnalités, encore une fois, des politiques et des journalistes, disent non, il n'y a pas de génocide, non, les chiffres des morts que vous communiquez, ce sont les chiffres du Hamas. En clair, l'Occident semble être choqué que Benyamin Netanyahou soit mise en cause par le droit international et par la justice internationale. Est-ce que vous trouvez que la démarche de la Cour pénale internationale est justifiée ou non? Ben, tout ce qui est juste. Elle est faite pour ça, d'ailleurs. Elle est faite pour juger de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, aux différentes époques de l'histoire. Donc, elle est tout à fait dans son rôle. Et je répète encore une fois, c'est ce qu'il y a de scandaleux dans le milieu, justement, c'est cette négation de la réalité. Alors, la réalité est atroce. Alors, qu'il y ait un affrontement entre troupes israéliennes et les militants du Hamas sur le terrain. Disons, c'est normal. D'ailleurs, justement, je voudrais attirer l'attention là-dessus, c'est que on constate, et c'est ma thèse d'ailleurs, je pense que je ne me trompe pas, c'est que les bombardements incessants sur les populations civiles palestiniennes sont une petite vengeance médiocre d'Israël parce qu'ils n'arrivent pas à vaincre. En fait, ils se rendent compte que malgré tout ce qu'ils ont fait depuis que l'État d'Israël s'est installé, grâce aux Anglais, déclaration Balfour, merci les Anglais encore une fois, ce pays n'a cessé d'être criminel. Et je voudrais rappeler une chose que j'ai rappelée dernièrement dans une de mes conférences à Paris, c'est que dès ses débuts, et même avant même ses débuts, l'État d'Israël est né dans le crime. Pour rappel, quand, par la déclaration Balfour, les autorités britanniques ont accepté un foyer national juif en Palestine, un certain nombre de colons juifs sont venus s'installer. Ce qui a évidemment provoqué des réactions parmi les populations musulmanes régionales et avec des mouvements qui commençaient à déranger un petit peu les autorités britanniques. Et elles ont tout fait pour essayer de freiner cette arrivée de colons israéliens, juifs israéliens. Et ces colons juifs israéliens, déjà implantés sur place, évidemment, n'ont pas aimé du tout ça et ont voulu donner une leçon à la Grande-Bretagne. D'où l'attentat meurtrier contre l'hôtel du roi David, King David, à Jérusalem, où se trouvaient les administrateurs britanniques et leurs familles.
crois que ça avait fait dans les 90 morts, quelque chose dans ce genre. Donc, vous voyez, il est bon de rappeler tout de même l'origine des choses. L'État d'Israël, dès ses débuts et avant même ses débuts, a été un État criminel. Et puis, évidemment, pour s'emparer des terres des Palestiniens, ça a été une suite ininterrompue de massacres plus ou moins. Alors, les plus connus, c'est Chabra et Shatila, Tantura, il y en a d'autres. Et alors que ceux qui essayent de mettre un voile pudique sur les crimes d'Israël arrêtent. Je répète, ils sont co-responsables, ils sont co-meurtriers, ne serait-ce qu'intellectuellement. D'accord. Alors, j'aimerais vous demander si, d'après vous, un État qui ne respecte pas le droit international, qui refuse de se soumettre aux résolutions de l'ONU, peut être considéré comme une démocratie, puisqu'on passe notre temps à entendre que Israël est la seule démocratie au Moyen-Orient. Est-ce qu'un pays qui ne se soumet pas au droit international et aux résolutions de l'ONU peut être considéré comme une démocratie? Bon, je ferai remarquer, cher Eric, que les démocraties elles-mêmes ne sont pas très propres. Quand on se rappelle de tous les massacres, bombardements et autres dont les Anglo-Américains et Canadiens ont été coupables pendant la dernière guerre mondiale, et je voudrais notamment rappeler ce grand test en Allemagne, Je ne vous entends dans cette ville de Dresde, oui. était une ville refuge qui n'était même pas défendue par la. Pardon? Non, non, je vous écoute, c'est parce qu'on a quelques coupures. Je crois qu'il y a. Oui, il y a des coupures. Est-ce que vous avez compris ce que je dis ou est-ce que je répète? Oui, je n'ai pas bien entendu la fin de ce que vous avez dit. Vous parliez de Dresde. Oui, alors, oui, vous parliez donc des démocraties. Je disais, bon, l'État d'Israël démocratique, c'est une vaste fumisterie. Mais de toute façon, quand on parle des démocraties occidentales, c'est aussi une vaste fumisterie. Parce que je rappelais justement l'exemple humanitaire des bombardements anglo-canadiens sur la ville de Dresde, qui était une ville refuge pour les Allemands qui fuyaient l'avancée des troupes soviétiques. C'était une ville donc refuge qui n'était même pas défendue par la DSA allemande, et un beau jour, par 3 vagues successives, je crois que c'était sur 2 jours, des vagues de l'aviation anglaise et canadienne ont bombardé cette ville qui est peuplée de réfugiés aux bombes au phosphore. Et ces malheureux ont brûlé vifs. Alors, quand on me parle de la démocratie européenne ou occidentale comme exemple, j'avoue que j'ai un nœud dans la gorge. Oui, alors, vous avez noté, tout comme moi, cher Philippe, cette particularité. Nos gouvernements, les gouvernements occidentaux, qui se prétendent gouvernements de pays démocratiques, apportent en ce moment leur soutien à 2 États. Le premier, c'est l'Ukraine, où on constate effectivement qu'il y a des néo-nazis qui sont intégrés dans l'armée, et puis l'État génocidaire d'Israël. Et finalement, en apportant leur soutien à ces 2 pays qui ne peuvent pas être considérés comme des démocraties, nos démocraties se révèlent elles-mêmes. En réalité, aujourd'hui, tout le monde voit bien qu'un pays démocratique comme la France, qui apporte son soutien à un pays génocidaire comme Israël, ne peut pas être considéré comme une démocratie. Quel est votre avis?
Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. D'ailleurs, le mot démocratie est une vraie vaste fumisterie. J'ai fait plusieurs conférences, plusieurs endroits, notamment à Paris, en Alsace, tout dernièrement d'ailleurs, à propos de la démocratie. La démocratie est une escroquerie. Il n'y a pas de véritable démocratie. Il n'y a pas de démocratie depuis la Révolution dite française. Il n'y a pas de démocratie. Il y a une confiscation de la démocratie. Et en fait, la seule démocratie qui a pu exister dans l'histoire, c'était celle qui était représentée par les corporations. Parce que c'était justement, c'était ça, tout l'art du pragmatisme des monarchies, et notamment la monarchie française, c'était que le citoyen, le travailleur, donnait son avis sur les problèmes qu'il connaissait directement de par son activité professionnelle. Une démocratie, ce qu'on appelle la démocratie directe. À partir de 1789, apparaît cette soi-disant démocratie qui ne repose que sur le bulletin de vote du citoyen. Et c'est là le tournant dramatique pour les peuples. C'est que l'opinion du citoyen ne va plus se faire désormais que sur base de l'information des médias. Automatiquement. Qui tient les médias tient relativement, même beaucoup, évidemment, le vote du citoyen. C'est aussi simple que ça. Donc, qui tient les médias? Je crois que ce n'est pas nécessaire de faire un petit dessin, même une caricature. Oui, absolument. Mais donc finalement, ce qui se passe à Gaza, c'est un événement qui est plus important qu'on ne l'imagine, puisqu'il permet en réalité à l'opinion publique internationale de prendre conscience que, contrairement à ce qu'on affirme, Israël n'est pas une démocratie, et nous, démocratie occidentale qui, soi-disant, sommes attachés au respect du droit, aux droits de l'homme, à la légalité internationale, faisons exactement le contraire de ce que nous préconisons. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre position d'une manière ferme contre les bourreaux, on met en cause les victimes, on met en cause le Hamas. D'ailleurs, je pense que dans les médias, c'est une question rituelle. Qu'est-ce que vous pensez du Hamas? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Est-ce que vous condamnez le 7 octobre? Mais que je sache, l'article 51 de la charte de l'ONU reconnaît à un peuple sous occupation le droit de se défendre par n'importe quel moyen. Or, nous ne sommes pas là dans un conflit classique. Nous n'avons pas deux armées en présence. Nous avons une armée suréquipée face à des va-nu-pieds. Donc, ce n'est pas une guerre. On ne peut pas considérer qu'une armée qui fait la guerre contre des va-nu-pieds fait une guerre. On appelle ça un massacre. On appelle ça un génocide. À votre avis, comment font les gens qui dirigent notre pays pour ne pas reconnaître ce que tout On le est bien monde... d'accord. Et pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont inféodés. Ils sont tenus par le pouvoir juif. La prise en main des différents pays à partir du moment où ils ont eu la puissance financière, ils ont eu la puissance politique. Si bien que le monde politique est sous les ordres des intérêts juifs. Et je voudrais rappeler, par exemple, l'existence aux États-Unis d'une structure qui dépend de cette obédience maçonnique qui s'appelle le B'nai B'rith, qui est une obédience uniquement réservée aux Juifs, ce qui est tout de même un petit peu quand même, qui a une antenne qui s'appelle l'Anti-Defamation League, c'est-à-dire la Ligue anti-diffamation. Donc évidemment, pour eux, toujours le mur des lamentations,
c'est là pour surveiller ce qui est nuisible pour eux, c'est-à-dire le rappel de leur massacre. Donc, on n'en sort pas. Le monde occidental est entre les mains de la puissance juive internationale et bien entendu, à propos d'Israël, l'affrontement avec les Palestiniens, c'est ça. Donc Israël peut tout faire, il aura toujours raison contre ces malheureux Olympiques dont vous parliez tout à l'heure. Bon, alors je voudrais Il faut appeler un chat un chat. Je voudrais citer une phrase d'Ariel Sharon à qui Shimon Peres s'était adressé en le mettant en garde lors des nombreux massacres qui ont eu lieu sous sa direction. Et Shimon Peres avait dit à Ariel Sharon, on ne peut pas faire ça parce que sinon nous allons perdre l'appui de nos alliés américains. Et c'est public, les gens peuvent le vérifier, ils peuvent trouver l'information sur Internet. Ariel Sharon avait dit « Ne vous inquiétez pas pour ce que diront les Américains, nous, Juifs, contrôlons l'Amérique et les Américains le savent bien. » Or, quand on voit l'influence qu'a l'Amérique sur les autres pays occidentaux, pas seulement occidentaux, sur la planète, mais en particulier sur la politique occidentale, est-ce qu'on peut dire qu'en contrôlant l'Amérique, la communauté juive contrôle le reste de l'Occident? C'est évident, ça coule de source. C'est évident. D'accord. C'est évident, Alors, mais en tout cas, votre citation à propos de la réponse d'Ariel Sharon à Shimon Peres, ça m'amuse parce que justement, je le cite dans mon livre de l'ordre chaos au nouvel ordre mondial. C'est une phrase, c'est un rappel qui est absolument fondamental. Et je voudrais rappeler un petit détail supplémentaire, si je peux le dire, c'est que Ariel Sharon, le même Ariel Sharon, avait dit que si Israël était un jour en danger, il n'hésiterait pas à déclencher la Troisième Guerre mondiale. Voilà les gens que nous avons devant nous. bon, alors ça devient, ce n'est pas de l'antisémitisme que de dire que le monde occidental, à commencer par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, qui sont trois puissances nucléaires, avec membres du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, sont tous les trois sous domination sioniste. C'est devenu une évidence, puisque quand Ariel Sharon l'affirme, on n'a aucune raison de douter de ce qu'il dit. Bon, malheureusement, c'est assez haché, je comprends à peu près le sens de votre question. Donc, il est évident que tous les pays occidentaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, sont sous la coupe des intérêts israéliens. Et que si on n'est pas d'accord avec eux à la virgule près, tout de suite, on est taxé d'antisémitisme. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette accusation lancée à tort et à travers contre tous ceux qui osent adopter une position équilibrée dans le conflit israélo-palestinien ne finit pas par se retourner contre eux? Parce que le chantage à l'antisémitisme, ses origines, etc., ses causes, dans lequel il disait, c'est un avertissement assez co-religionnaire, dans lequel il disait, si de tout temps, à toutes les époques, sous des gouvernements différents, des religions différentes, etc., le peuple juif a eu des problèmes, c'est que les causes premières de l'antisémitisme résident
dans le peuple juif lui-même. Et bien entendu, le monde juif n'en tient aucun compte et continue. C'est ce que j'appelle l'hystérie juive, qui périodiquement, à travers Excusez-nous, amis internautes, une on a quelques réaction. soucis de... Une réaction, je dirais, de la part des peuples et de la part des individus aussi, des personnes, une réaction de sauvegarde contre des intérêts qui sont hostiles aux intérêts des nations, en tant que nation, en tant que peuple, et par là même, bien entendu, de leurs citoyens. C'est une réaction qui est logique, qui est normale. Je répète, l'historien juif Bernard Lazare leur dit très clairement, ils n'en tiennent aucun compte. Il y a une domination, il y a une volonté de domination mondiale dans le monde juif qui est éternelle, que l'on retrouve à travers l'histoire. Et dans le dernier éditorial de notre lettre d'information à la politique, au passage, je conseille aux personnes qui nous entendront de s'abonner. Je rappelle les origines bibliques des crimes israéliens d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Il faut lire le livre de Josué ou celui d'Esther, c'est parfaitement démonstratif. Déjà à l'époque, c'était un peuple coucou qui, voulant s'installer dans un territoire qui leur semblait plus propice, plus appétant, faisait le nettoyage ethnique. Il n'y a rien de nouveau. Alors justement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le dernier article de Laurent Guyeno, intitulé et publié sur Réseau International, intitulé « Israël est incompatible avec le droit international ». Et Laurent Guyeno explique qu'en réalité, les Israéliens considèrent que le droit international n'est pas pour eux, qu'il est fait pour les autres peuples de la terre et que eux dépendent en réalité du droit divin. Et qu'au nom du droit divin, ils peuvent considérer tous les peuples de la terre comme des animaux à forme humaine que Dieu aurait créés pour les servir parce qu'il ne souhaitait pas qu'ils soient servis par des animaux. Donc Dieu a été bon avec nous, il nous a donné la forme d'être humain pour ménager la sensibilité de nos amis du peuple élu. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est effectivement dans cette configuration-là? C'est-à-dire que le droit international ne s'applique pas à Israël et qu'ils bénéficient, eux, d'un droit divin qu'ils sont les seuls à proclamer et à revendiquer. Et à votre avis, combien de temps les peuples de la Terre vont pouvoir supporter cette ineptie? Oui, c'était vraiment une démarche criminelle. Et alors, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est évident. Mais cela par un point de départ. Le point de départ, c'est Yahvé, c'est le Talmud. Et là encore, je reviens sur le livre de Josué et celui d'Esther, dans lequel il y a des textes où ils disent que Yahvé leur ordonne de massacrer toutes les populations pour s'emparer de tel territoire. Noir sur blanc. Donc là encore, il n'y a rien de nouveau. C'est dans leur mentalité et je dirais que c'est dans leur religion. Et dans mon éditorial du numéro de la politique qui vient de sortir, qui est parti d'ailleurs pas plus tard que ce matin, et je fais une analyse justement sur la religion juive. Il y a un aspect à laquelle on ne prend pas attention, c'est que dans la religion juive, il le paradis terrestre
effectivement, comme le mot le dit, est terrestre. Ils n'ont pas une expérience au-delà, apparemment, dans certaines de leurs conceptions. D'où leur appétence, leur envie constamment inassouvie de tout posséder pour accéder à ce bonheur terrestre, donc au paradis terrestre. Il y a un problème, et il y a un problème absolument psychiatrique dans la religion juive. Et dans la mesure où ils se disent peuple élu, par qui? Par Yahvé, évidemment, ils se croient tout permis. Donc, effectivement, tout ce qui n'est pas juif est bon à liquider, à mépriser, à corvéable, etc., etc. Donc, ils sont dans leur logique. Mais nous, en tant que non-juifs, on est dans notre logique, dans notre défense. Donc, ils ne viennent pas se plaindre de l'antisémitisme. L'antisémitisme, je répète, est une réaction d'autodéfense. Point. Alors, je lisais il y a quelques semaines un article sur un événement qui s'est produit aux États-Unis à la fin du 18e siècle, où la branche britannique des Rothschild a demandé à un avocat américain de réécrire certains passages de la Bible qui étaient considérés comme trop négatifs pour la communauté juive. Et on y a intégré une phrase qui n'existe pas, parce que je l'ai vérifiée, dans les autres Bibles, qui dit Dieu bénira ceux qui bénissent Israël et maudira ceux qui maudissent Israël. Et on a aux États-Unis 60 millions de chrétiens sionistes qui affichent des stickers avec cette phrase à l'arrière de leur voiture. Dieu bénira ceux qui bénissent Israël et maudira ceux qui maudissent Israël. Mais cette phrase a été ajoutée à la demande de Rothschild, et cette Bible-là est en circulation aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Elle a été massivement diffusée sur la planète. Alors, si effectivement un banquier peut obtenir qu'on puisse réécrire la Bible, quelle garantie avons-nous que être le peuple élu de Dieu, c'est une décision divine? Qui peut démontrer ça? Qui peut le prouver? Parce que on a du mal à imaginer un Dieu aussi cruel poussant le peuple qu'il a choisi à perpétrer des massacres et des génocides. De quel Dieu s'agit-il? En tout cas, ça ne peut pas être le nôtre. Tout à fait. Alors, je voudrais faire un petit rappel que je fais très souvent parce que ça me semble être absolument fondamental pour comprendre la mentalité juive. Quand le Christ, quand le Messie apparaît, qu'est-ce qui se passe dans leur esprit? Le Messie vient pour annoncer son message pour tous les peuples, qui est un message d'amour. Et le problème, c'est sur le monde. Pardon, Philippe. Le pouvoir sur le monde. Donc, pour eux, ce Messie, c'était bon, c'est pour ça qu'il a été crucifié. Et la démarche, là, je reviens encore sur l'aspect psychiatrique de la religion juive, il se produit un transfert dans le messianisme. Il n'y a plus maintenant un Messie, c'est eux-mêmes qui sont leur propre Messie et qui, de ce fait, sont le Messie du monde pour le diriger, pour le gouverner, d'où leur volonté
de gouvernance mondiale, de dictature mondiale, de nouvel ordre mondial. Vous voyez l'enchaînement. C'est une logique, mais mathématique. Et quand j'ai commencé à débrouiller c'est par la base. Et la base, c'est la crucifixion du Christ, le refus du Messie qui n'était pas le Messie qu'ils attendaient. Tout est là. Alors, je n'ai pas entendu le début de ce que vous avez dit sur Jésus, Philippe, mais si j'ai bien compris le fond de votre pensée, en réalité, la crucifixion du Christ est due au fait que lorsque les pharisiens ont interrogé le Christ en lui disant « Mais nous sommes le peuple élu, qu'est-ce qui va se passer ?» Jésus leur a répondu est membre du peuple élu tout homme qui fait la volonté de Dieu, les juifs et les non-juifs. Et le fait d'avoir perdu ce privilège Évidemment. justifie probablement leur réaction. Mais on est quand même victime d'une situation complètement folle, où on se rend compte qu'une communauté qui a un pouvoir exorbitant sur le monde et sur nos vies réussit à nous culpabiliser dès qu'on se permet d'exprimer un avis contraire à ce qu'ils pensent, comme s'ils étaient les détenteurs de la loi et de la vérité. Et tous ceux qui ont des idées différentes sont forcément perçus comme hostiles. Mais avec les événements qui se produisent depuis quelques mois, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, d'une part, la parole se libère et que, d'autre part, il y a une prise de conscience massive de l'opinion publique internationale sur le fait qu'Israël n'est pas une démocratie, mais une théocratie, un État militaro-religieux? Les gens prennent conscience à travers l'information qui est diffusée sur Internet lorsque un dirigeant comme Ariel Sharon résume tout en disant « Ne vous inquiétez pas de ce que diront les Américains, nous, Juifs, nous contrôlons l'Amérique et les Américains le savent bien. » Prendre conscience de ça, c'est aussi prendre conscience du fait que, comme nous sommes les vassaux, les laquais des Américains, ils dominent nos propres pays. Or, on sait très bien que tout excès en génère un autre en réaction, en réponse. Comment vous envisagez, vous, l'avenir? Justement, l'avenir, c'est très simple. Ou bien le monde juif ensemble impose sa volonté à tous les peuples et les peuples se couchent, ou bien ils réagissent et il pourrait bien arriver quelque chose de pire encore de ce qu'on nous dit qui est arrivé lors de la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas s'arrêter, c'est pour ça, je répète ce que je disais tout à l'heure, et ils ont eu des problèmes parce qu'ils ont voulu imposer leur volonté au détriment des intérêts des peuples qu'ils venaient essayer de coloniser. D'où la mise en garde de l'historien juif Bernard Lazare. Donc tout est là. Et alors, notre question va m'amener tout de même à prolonger sur la situation actuelle, qui est un affrontement justement entre le monde juif et le monde qui réagit à son impérialisme, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Parce que derrière la guerre en Ukraine, d'abord l'Ukraine d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un pays juif, qui est gouverné par un juif, Zelensky. Et remarquez une chose, c'est que si tout le monde occidental appuie à coups de milliards et d'armement l'Ukraine, c'est parce qu'il voudrait bien faire
comme l'avait annoncé Zelensky quand il est arrivé au pouvoir, de l'Ukraine un grand Israël. Donc, tout est là. Donc, dans la mesure où la Russie, pour des raisons historiques, veut récupérer l'Ukraine, qui a tout de même été le berceau de la Russie, entre deux mondes, le monde juif et le monde non juif. D'où la haine des médias occidentaux, des pays occidentaux envers Vladimir Poutine. Donc vous voyez, cela entraîne très très loin des applications et dans l'histoire ancienne, dans l'Antiquité et dans l'histoire moderne. On n'en sort pas. Et les mêmes troubles, les mêmes fauteurs de guerre sont toujours les mêmes, les juifs. Bon, mais nous, Français, nous avons notre Zelensky aussi. Éric Zemmour revendique le fait de vouloir faire de la France un nouvel Israël. Comment vous expliquez le fait qu'il réussisse à convaincre une partie des Français? J'avoue que c'est absolument hallucinant quand je vois que cette partie des Français dont vous parlez, c'est bien souvent des catholiques, même traditionalistes, qui visiblement n'ont pas la connaissance d'une certaine déclaration qu'il a faite sur France 1, je crois, devant son coreligionnaire Glucksmann, dans Glucksmann, lequel ouais. il disait qu'il était pour l'Église contre le Christ. Et que le Ce Christ, qui ce n'est pas est la à liberté, mais l'évidence la déclaration d'un juif talmudique. Donc, le Christ, c'est l'élément gênant pour eux, depuis le début. Donc, il a fallu le massacrer, le malheureux, le mettre en croix, et puis tout ce qui a s'ensuivi. Donc, le christianisme, c'est vomitif pour eux, etc. Il faut éliminer tout ça, d'où la haine constante du judaïsme depuis l'arrivée du Christ envers le catholicisme qui en est l'héritier. Donc, on n'en sort pas. C'est toujours la même chose, même point de départ, même appétence de puissance mondiale au détriment des autres. Il y a un problème, je dirais, je répète, psychiatrique dans la religion juive. Alors, comment ça va se terminer? Bon, éternelle question. Action, réaction, action, réaction. Qui va pousser le plus fort? Qui va être le plus fort? Est-ce que de plus en plus de pays d'Occident vont comprendre qu'ils sont sous la menace d'une dictature qui sera impitoyable, comme les Palestiniens? Et je répète, même si cela surprend certains qui ne connaissent pas très très bien l'histoire tout court et l'histoire récente encore moins, il est certain que Vladimir Poutine aujourd'hui et la Russie d'aujourd'hui sont nos seules chances de survie face à cette dictature juive mondiale. oui, sauf que Poutine est essentiellement concentré sur la défense de son peuple, il analyse parfaitement la situation ubuesque dans laquelle les peuples d'Occident vivent, et il attend peut-être aussi que nous fassions notre part. Alors, il y a un détail qui m'a un peu interpellé. Je crains que... Pardon? Je disais Non, qu'il y a, non, j'attends. Je je vous disais écoute. qu'il y a une information dont j'ai pris connaissance il y a quelque temps et qui m'a interpellé. En 17 siècles, c'est-à-dire de l'an 250 de notre ère jusqu'à notre époque, 109 nations ont chassé les Juifs de leur territoire. Est-ce qu'on peut considérer que ces 109 nations sont toutes malades de l'antisémitisme?
Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure de l'avertissement justement de Bernard Lazare, leur historien juif lui-même, je insiste là-dessus, qui disait si de tout temps, à toutes les époques, le problème sous des régimes différents, des religions différentes, etc., le peuple juif a eu des problèmes, c'est que les causes premières de l'antisémitisme résident dans le peuple juif lui-même. Tout est là, tout est là. Et tant qu'ils ne le comprendront pas, et à mon avis, ils ne le comprendront pas jusqu'à la fin des siècles, mais on n'en sort pas. Alors, j'aimerais avoir voudrais votre... rappeler, c'est que le nombre de fois, à propos de Zemmour, justement, qui est un falsificateur de l'histoire de France, qui veut faire une histoire de France à la juive, qui nous raconte des trucs invraisemblables que de tout temps, la France et Israël ont été amis, etc. Ah bon? Je ne savais pas que l'État d'Israël existait déjà à l'époque. Parlant de Saint-Louis, le roi juif, tout de même, il faut être sérieux. Et que, alors, je regrette beaucoup quand je vois des catholiques à plat ventre devant Zemmour, je me dis, il y a un problème. Bon, alors, Zemmour est un falsificateur, je le répète, de l'histoire de France. Il ne travaille que pour les intérêts juifs. Absolument évident, c'est un sayanim, je ne dirais même pas un sayanim, mais tellement évident que ça crève les yeux. Donc, il faut appeler, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut appeler un chat un chat. Alors, Philippe, j'aimerais avoir... Oui, alors j'ai oublié, j'étais embarqué dans le... Allez-y, je vous en prie. Pas oublier, excusez-moi, pas oublier le nombre de fois dans l'histoire de France où les rois de France ont été obligés d'expulser les communautés juives pour amener la tranquillité dans le royaume. Parce que du fait de leur usure et autres trafics encore pire encore, ça provoquait la colère des populations et c'était des pogroms. Et donc, pour arrêter le massacre, si j'ose dire, les rois de France les mettaient dehors. Et le plus amusant, ce que tout de même Zemmour, en tant que juif, devrait savoir, c'est que la LICRA, je crois que c'est la LICRA, que ce soit le CRIF, mais non, je crois que c'est la LICRA, qui a édité une petite plaquette qui reprend l'historique de toutes les expulsions des communautés juives de France par les rois de France. Vous devez savoir que la France et Israël n'ont pas été amis du tout dans l'histoire. Loin de là. Ils n'ont été que des éléments perturbateurs. Je voudrais rappeler une chose, justement, que j'ai fait dernièrement dans ma conférence sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris, je suis tombé sur, de mémoire, des milliers de Talmuds devant la place de Notre-Dame de Paris. Alors, c'est vrai et c'est faux. Effectivement. Et c'est intéressant, justement, l'histoire est vraiment pleine d'enseignements. Saint-Louis avait voulu obtenir des rabbins que soient supprimées du Talmud toutes les phrases blasphématoires envers le Christ et envers le christianisme, ce qu'il n'a pas obtenu. Et moyennant quoi, le doux Saint-Louis a fait rafler tous les exemplaires du Talmud qu'il a pu et les a fait brûler. Pas en place de Notre-Dame, mais en place de Grève. Petit détail historique tout de même en passant. Oui. Alors, vous me tendez la perche pour signaler à nos amis internautes que la Chambre des représentants américains envisage de classer le Nouveau Testament comme document antisémite. Visiblement, le Talmud
où il est écrit que Jésus baigne dans ses propres excréments, les gêne moins que le Nouveau Testament. Ça aussi, Philippe, on a la réponse, vous et moi, hein, dans ce qu'a dit Sharon à Pérez. Pardonnez-nous, amis internautes, ce soir, la connexion Internet, la mienne est stable parce que je suis sur fibre, mais la connexion Internet de Philippe est un peu instable, donc il va revenir. Voilà. Pardonnez-nous, soyez patients, on refera une autre émission de toute façon où j'espère que les conditions techniques seront meilleures. Mais est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit, Philippe, au sujet de la Chambre des représentants américains qui envisage de classer le Nouveau Testament pour interdire le Nouveau Testament pour antisémitisme? On en est là. Tout à fait. D'ailleurs, pour la petite histoire récente, c'est ce qui m'a donné l'idée de ma prochaine conférence à Paris. Ce sera le 8 juin, donc j'en profite pour l'annoncer. Donc le 8 juin, ce sera à l'espace Hermès à Paris, 11 rue de la Vistule. Et le titre de la conférence, j'ai repris la déclaration très courageuse d'Annie Krigel, qui, pour la petite histoire, il faut le savoir, était une historienne juive et qui plus est communiste. Et qui avait carrément envoyé cette phrase que je trouve remarquable de courage de sa part, parlant de l'insupportable police juive de la pensée. On n'en sort pas. Dans le monde occidental d'aujourd'hui, et encore plus, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes sous la dictature juive intellectuelle. Un exemple, ça en devient drôle d'ailleurs. Depuis quasiment 3, 4, voire 5 mois, je suis périodiquement convoqué à mon commissariat de police près de chez moi pour répondre de poursuites que certaines structures juives veulent lancer contre moi. Pourquoi pas? Le problème, c'est que en général, quand je n'insulte jamais l'adversaire. Jamais. Parce qu'une insulte n'est pas démonstrative. Je le décris tel qu'il est par ses propres textes. Et quand je pense à mes différents contacts avec les policiers, quand ils m'invitent à venir répondre de certaines accusations, je leur dis, bon alors, qu'est-ce qu'on me reproche encore? Ils me disent, bah, écoutez, on ne comprend pas, parce qu'en fait, c'est pas vous qui avez écrit ça. C'est un texte juif, ça. Je dis, oui, mais c'est comme ça. Comme ça que je travaille. Et jusqu'à présent, touchant du bois, je suis passé à travers des gouttes. Et alors, c'est amusant parce que la dernière fois, il doit y avoir une dizaine de jours, à peu près, une nouvelle convocation, je tombe sur un autre policier que d'habitude. Même cérémonial, etc., etc. Et puis, bon, on constate qu'effectivement, je n'ai pas proféré d'insultes quelconques contre les juifs, etc., que le texte qui m'est reproché est un texte juif. Et là-dessus arrive celui qui, les dernières fois, m'avait déjà questionné. Alors je lui dis en rigolant, tiens, vous faites des infidélités, je m'attendais à vous avoir cette fois-ci. Il me dit, non, j'étais occupé. Je dis, mais écoutez, ça en devient risible. Et je vais prendre un abonnement. Et il me dit, oui, prenez une carte de fidélité plutôt. Donc on en est là. Voilà. Ces braves policiers constatent que franchement, je n'insulte jamais l'ennemi. Je le décris tel qu'il est par ses propres textes. Et je me fais toujours le plaisir de leur envoyer à la figure le texte de leur historien, Bernard Lazare, que j'ai cité. Et je recommande cette technique à tous ceux qui réagissent. Ne vous laissez pas aller à vous défouler.
Soyez scientifique. Oui. Alors, pour être tout à fait clair, Philippe, j'ai déclaré il y a quelques jours sur cette même chaîne qu'il n'y a pas d'antisémitisme viscéral chez nous, qu'en en réalité, nous ne jugeons pas les gens à ce qu'ils sont, mais à ce qu'ils font. Et que si les Israéliens étaient dans la même situation que les Palestiniens, c'est-à-dire victimes de l'oppression et de l'occupation palestinienne avec la même violence, nous dénoncerions les Palestiniens avec la même force. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont juifs que nous disons il y a un génocide à Gaza, c'est tout simplement parce que c'est la vérité. Alors, avant de nous quitter, parce qu'on est à 1h06 d'émission, Philippe, j'aurais voulu vous faire réagir sur la déclaration de un partisan d'Israël qui se prétend défenseur des intérêts nationaux, mais qui en réalité est un imposteur, un traître, comme il y en a beaucoup dans la classe politique actuelle. Et puis après, je vous proposerai une petite séquence de Macron au dîner du CRIF, parce que ces images sont extrêmement parlantes. Mais déjà, sur Éric Ciotti. Je crois que la Cour pénale internationale s'est définitivement décrédibilisée. Qu'elle n'existera plus, c'est ridicule. Mettre en accusation le Premier ministre d'un État démocratique qui se défend de la pire attaque terroriste qui n'ait jamais eu lieu. 1200 morts le 7 octobre, des femmes violées, des enfants décapités. Israël se défend, traque les terroristes, des terroristes lâches qui se cachent sous des tunnels. Et puis il y a Monsieur Larcher. C'est scandaleux. Je trouve que mettre sur le même plan les gouvernants d'un gouvernement démocratique et des terroristes qui ont assassiné, c'est une comparaison que je trouve outrageuse et outrageante. Attention à ce que ne se retrouvent pas sur le même banc ceux qui sont les responsables d'assassinats et ceux qui ont été les victimes. C'est ma conception, en tous les cas, de la justice, dont je ne souhaite pas qu'elle s'égare. אני חושב שמה שעשה התובע הכללי של בית הדין בהאג זה בושה וחרפה. להשוות בין מנהיגי מדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, לארגון טרור שפל כמו החמאס, להשוות ההשוואה הזאת היא חרפה והיא בלתי מתקבלת על הדעת. שאני מצפה שממשלת צרפת תבהיר באופן ברור שאין מקום להשוואה הזאת. זה קשור למוסר ולתמיכה ולשותפות. Et puis Marine Le Pen, dont on aurait pu s'attendre à une position plus équilibrée. La réquisition du procureur à la CPI contre le Premier ministre Netanyahou, en même temps que celle des dirigeants du Hamas. Allons au cas concret. Si vous êtes président de la République, que Benjamin Netanyahou est inculpé, est-ce que vous le faites arrêter s'il est sur le territoire français? Non, mais là, il s'agit et c'est un vrai problème, parce que très clairement, il s'agit là d'un acte politique de la part de la CPI. Voilà. Le fait d'avoir attendu de longs mois avant de réclamer les mandats d'arrêt de dirigeants du Hamas qui pourtant ont commis, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est factuel, un acte terroriste d'une brutalité absolument inouïe. Ça, tout le monde est d'accord, madame. Est-ce que vous excluez qu'il y ait des soupçons de crimes de guerre du côté israélien? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que le fait d'avoir attendu pendant des mois de déclencher cette procédure à l'égard du Hamas pour attendre de pouvoir la rendre publique dans une forme de parallèle que je trouve inadmissible, je vous le dis très clairement, parce qu'on ne met pas sur le même plan un État démocratique et une organisation terroriste. Je pense que cette concomitance est politique. Et en faisant ce geste politique, la Cour pénale internationale perd de sa crédibilité. Alors, quoi qu'on en pense, ça peut arriver, effectivement, si Benjamin Netanyahou est sous le coup d'un
d'un mandat. Il peut même avoir une avarie. Son avion, au prix d'une avarie, peut se poser quelque part sur le sol français. La question se poserait de l'arrêter ou non. Est-ce que vous le feriez? Oui, alors pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas à me poser ce genre de questions. Ça viendra un jour. Une des deux hypothèses, vous la souhaitez au moins, c'est d'être présidente. Ça viendra un jour, mais en l'espèce, je commencerai, si j'étais président de la République, à réclamer des explications à la Cour pénale internationale sur cette concomitance. Voilà, parce que je voudrais que soit levé ce soupçon qui est très lourd aujourd'hui d'une volonté de la CPI, d'une volonté politique de la CPI, dont je pense qu'elle est aussi victime, il faut bien le dire, certainement de pression de la part d'un certain nombre de pays, de la part d'un certain nombre de pays qui soutiennent le Hamas, par exemple. On est là dans le summum de l'hypocrisie. Cher Philippe, il n'y en a pas un pour sauver l'autre, que ce soit Ciotti, que ce soit Larcher, que ce soit Marine Le Pen. Il n'y en a pas un. Ils font preuve d'un servilisme. Ils sont tous à plat ventre. Alors comment on peut considérer que ces gens-là représentent nos intérêts nationaux, représentent nos valeurs? Ce sont des traîtres, ce sont des imposteurs, ce sont des gens qui n'osent pas dire la vérité parce qu'ils savent que s'ils disent la vérité, ils ont moins de chances d'être élus, compte tenu que les médias sont l'outil de manipulation de l'opinion publique dont dispose le peuple élu. Alors, ils disposent d'un autre argument de poids, c'est notre propre président. Et je vais vous demander de regarder ces images avec attention, mes amis, parce que vous allez tout comprendre. Oui, j'ai vu. Alors, commentaire. Premièrement, il faut savoir que Macron est d'origine juive, ce que beaucoup ignorent, ce qui explique cela. Deuxièmement, je voudrais faire le rappel de la fête qu'il a imposée à l'Élysée, c'est la première fois que ça arrivait dans l'histoire de la République, la fête, la célébration de la Hanouka. C'est le sceau juif sur la France. C'est aussi simple que ça. Bon, mais en conclusion, Philippe, donnez-nous quelques raisons d'espérer, parce que sinon on va tous finir en dépression nerveuse. Bon, alors, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous n'avons aucun parti à droite qui représente nos idées. Ça, c'est évident, ce sont tous des traîtres, il n'y a pas d'autre terme, ce sont des traîtres. Ils occupent une place qu'ils n'occupent pas, enfin, qu'ils n'ont pas le droit d'occuper. Alors, face à cette situation, que faire? C'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé en 2001. Bon, j'ai été atteint par la limite d'âge pour l'exercice de ma profession. Et je me suis dit, bon, j'étais déjà très impliqué dans la politique du fait des activités de mon père déjà.
Et je me demandais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais reprendre le flambeau ou pas? Bon, finalement, après beaucoup d'hésitations, je l'ai repris. Et j'ai constaté déjà à l'époque l'état minable dans lequel se trouvaient les différentes structures dites de droite. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je crois qu'il ne faut pas rêver, ces gens-là ne nous serviront jamais à rien. Que faire? Éternel mot, d'ailleurs c'est le mot de Lénine, entre autres, que faire? Et j'ai estimé que la seule chose qu'on pouvait faire qui pouvait être utile relativement dans le présent, mais surtout dans l'avenir, c'était de reconstituer une élite intellectuelle, c'est-à-dire refaire des nationalistes. Et je fais régulièrement observer que justement c'est ce qui nous manque à droite aujourd'hui, c'est toute cette génération qui a été décapitée parce que la génération qui aurait pu transmettre ne l'a pas pu le faire du fait de l'épuration gaulliste, gaulo-communiste à la dite libération. Il nous manque une génération qui n'a pas pu transmettre. Donc il faut reconstituer un noyau de nationalistes conscients, connaissant l'ennemi, connaissant les solutions à apporter aux problèmes qui sont ceux de la France aujourd'hui. On n'en sortira pas. Tout commence par la formation. On n'en fera pas l'économie. Il ne faut pas rêver d'une bonne élection avec, comme déjà à l'époque de Le Pen, etc., et aujourd'hui avec sa fille ou quiconque d'autre. Il faut commencer par le commencement, expliquer d'où viennent les problèmes, quels sont les coupables, quelles sont les solutions qu'on peut y apporter. La réaction, la véritable réaction commence par cela. Et c'est ce que je fais à travers toutes mes activités, que ce soit les conférences, les entretiens que je fais régulièrement avec mes collaborateurs ou au travers d'invitations comme celle que vous m'avez gentiment faite, Eric. Et puis appuyer sur beaucoup de livres que j'ai écrits sur la maçonnerie, sur le nouvel ordre mondial, sur De Gaulle, qui est fondamental pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, et notre lettre d'information, la politique, que je recommande vivement aux personnes qui nous écouteront de s'abonner, parce que vous trouverez des choses que vous ne trouverez pas ailleurs, pour commencer déjà. Donc, c'est ça, c'est tout un réseau intellectuel que patiemment j'ai constitué depuis 2001, qui est en train de porter ses fruits. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller voir sur Internet le nombre de visionnages que font les conférences ou mes entretiens. J'ai un exemple tout récent, je crois que le titre a beaucoup attiré l'attention. Le titre, c'était La fin de leur monde. On a largement dépassé les 200 000 visionnages. Donc, quel est l'homme politique de droite qui a ce nombre de visionnages dans ses interventions? Voulez-vous me dire? Donc, vous voyez, c'est un travail qui, bon, n'apparaît pas en plein jour, mais qui se fait, et le nombre de gens qui me disent, y compris des musulmans, qui m'écrivent, qui me disent, heureusement qu'il y a des Français comme vous. Donc, il ne faut pas rêver, il faut toujours commencer par la base. Quand vous construisez une maison, commencez pas par le toit quand même. Vous commencez par des fondations, de préférence de bonnes fondations. Ben, tout est là, en politique c'est la même chose. Et je voudrais revenir sur une chose que je dis aussi régulièrement, en tant que médecin. Un médecin, que fait-il quand il est face à un patient? Il observe la pathologie du patient, constate les symptômes. Bon, est-ce qu'il va s'arrêter là? Se contenter de donner, je ne sais pas, de l'aspirine, des antibiotiques, je ne sais pas quoi? Ou bien va-t-il essayer de remonter à la cause des symptômes pour essayer d'éradiquer à la racine le mal? Eh bien, en politique, c'est exactement la même chose. On ne remonte pas à la racine du mal, on perd son temps et on trompe les gens. Et c'est tout le travail que j'essaye de faire.
Il y a deux choses à faire dans notre démarche de nationaliste. Connaître l'ennemi et apporter les solutions aux problèmes qu'ils ont créés. Bon. Philippe, ce soir, vous et moi, on s'est sûrement fait de nouveaux amis, hein, avec le sujet les sujets qu'on a abordés. Je constate Oui, que... c'est ça qui me dérange. Vous connaissez cette phrase allemande qui dit beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Oui, oui, oui. Il y a une autre phrase qui dit Je ne sais pas si vous qu'on m'avez mesure entendu, la je ne crois valeur... pas. Il y a Oui. un gros problème de... Non, non, je vous ai entendu, mais il y a une autre phrase qui dit effectivement on mesure la valeur d'un homme au nombre de ses ennemis. Et ce soir, je pense qu'on s'en est fait quelques-uns, puisque on nous retrouve, vous, moi et beaucoup d'autres membres de la Oui, résistance, sur Conspiracy Watch, sur Balance ton antisémite, enfin, bon, nous sommes accusés d'être des antisémites primaires. Et moi, je dirais que les antisémites primaires sont en train de se multiplier partout en Occident, parce que si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver. Et il y a une prise de conscience collective qui, à mon avis, est salutaire, parce qu'il n'existe qu'une seule et unique communauté au monde qui a pour obsession de dominer la Terre et de dominer l'humanité. Ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont pas les chrétiens. Donc, je vous laisse deviner qui a ce projet funeste. Le mondialisme, effectivement, est un projet sioniste, comme l'écrit très justement notre ami Pierre Hilard. Philippe, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je regrette ces petits problèmes techniques. On essaiera de reprogrammer une autre émission parce que le sujet est vaste et on pourrait peut-être prendre le temps d'entrer davantage dans les détails. Je demande à nos amis internautes de bien vouloir nous en excuser, hein, c'est indépendant de notre volonté. Les flux d'Internet ne sont pas toujours gérables par nous-mêmes. Alors, un mot de conclusion, Philippe, avant de rendre l'antenne? Bon, le mot de conclusion, bon, d'abord, merci de votre invitation. Je suis tout à fait d'accord pour faire ça en espérant de meilleures conditions parce que malheureusement, beaucoup de choses, à la fois de ce que vous avez dit et des réponses que j'ai pu faire, je ne sais pas si ça a été particulièrement compris par ceux qui ont suivi cette émission. Je ne sais pas, il y a un problème technique et je ne sais pas quel est le problème et d'où ça vient. Donc, on va essayer d'améliorer les choses. Donc, il est certain. Alors, vous parlez la vérité, oui, l'escalier, etc. Il y a aussi une autre chose que j'aime bien dire à propos de la vérité. La vérité, c'est comme l'eau. Ça s'infiltre partout, elle finit toujours par passer. C'est ce que dit Donc, Marion il faut Sigaud continuer, aussi. continuer calmement, calmement, sans insulter. Comment? C'est ce que J'ai pas dit compris. Marion Sigaud. C'est ce que dit Marion Sigaud aussi. Oui, alors Marion Sigaud, quand elle parle de ses amis israéliens, j'avoue que j'apprécie très modérément et je suis loin d'être le seul. Il ne faut pas oublier Non. qu'elle a été kibbutzine. Hein. Oui, 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 mais Bon, allez, glissons. je suis prêt à me faire son avocat parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai un infini respect. C'est une femme d'une grande droiture morale. Bon, non, Merci. ceci dit, bon, dans le contexte actuel israélien, je trouve que c'était mal placé de venir parler de ses amis israéliens quand même. Bon, Écoutez, allez, on évacue le sujet. on va pas les mettre tous dans le même sac. On va supposer que parmi les Israéliens, il y en a quand même quelques-uns qui sont restés humains. Ouais.
N'empêche qu'ils occupent un territoire qui n'est pas le leur. C'est vrai, c'est vrai. Amis internautes, On n'en sort merci pas. merci de nous avoir suivis. Vous étiez, il y a près de 1300 commentaires et réactions sur YouTube. Comme je vous le dis souvent, il est difficile de suivre à la fois vos commentaires et puis d'être présent dans l'émission. Mais Philippe et moi allons les lire avec plaisir et attention, et si on peut, on y répondra. En attendant, on quitte YouTube, mais connectez-vous sur TV ADP parce que nos programmes continuent. Ce soir, on a Idriss Aberkan et Caroline Galacteros qui vont nous gratifier de leur savoir et de leur analyse. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt. Merci, Eric, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Long, long time ago. God save the king. Yüksek sesle konuş!